Il est possible d'avoir un bon score en entraînement et de se planter complètement. Quels écarts vous avez constatés? Écoute, c'est difficile de répondre à cette question-là. Tu as dit des choses différentes en fait. Tu as dit en même temps parfois, effectivement il peut y avoir des écarts, puis en même temps tu nous dis voilà, enfin moi, ce que je constate à la prépa, c'est qu'au final il n'y a pas un grand écart entre ce que Mais font les non, autres. il n'y a pas de secret. Ceux qui tournent à 450 à la prépa tout le temps, il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Je veux dire, ils ont 430 au pire, 500 au mieux. Sauf coup de stress. Mais non, parce que le stress, franchement, ça se conjure, quoi. Ça se prépare. Moi, j'en parle beaucoup à la prépa Ça se parce que. conjure. Mais ouais, tu peux. Gris-gris, Comment? gris-gris. Non, mais ça se conjure parce que quelque part, il faut s'y prendre bien et que c'est un rendez-vous et que si on n'est pas capable à un moment donné de se mettre dans des bonnes conditions, c'est qu'on ne sait pas honorer un rendez-vous, quel qu'il soit. Et puis dans ce cas-là, on fait quoi à l'entretien? On pleure et on rougit pendant tout l'entretien? Là, ça arrive. Bah, ça arrive, mais il faut se préparer à ça aussi quelque part. Il y a des façons de se préparer. Tu sais qu'il y a la sophrologie qui aide beaucoup et ça me fait pas rire d'en parler parce que je connais des personnes qui sont sophrologues et qui font un super boulot avec des gens qui ont du mal à se projeter dans des conditions de stress et dès lors qu'ils arrivent à s'imaginer en stress, ils y arrivent quelque part. Donc juste pour répondre à la question quand même François, au niveau de comment est-ce qu'on arrive à limiter les écarts, j'ai rarement vu encore une fois des écarts violents. Le peu d'écarts que j'ai vu, c'est effectivement des grands stress, mais ça concerne heureusement très très peu de gens. Vous conseillez de la passer tôt dans l'année? De le passer tôt dans l'année. Alors, Ça peut être la session en fait. Ah, là, pardon, alors, excusez-moi, vous avez raison. Alors, autant pour moi. Alors, la passion... bah non, pourquoi? Je conseille rien du tout. Je conseille surtout de passer le tâche quand on est prêt. Je veux dire, nous, on a des dizaines de personnes qui nous appellent chaque semaine pour nous poser ces questions-là à la prépa. Ce que je peux te dire, c'est que je crois à un moment donné qu'on le passe quand on est prêt. Pourquoi commencer à le passer en décembre en se Est-ce que disant... c'est vraiment la bonne question qu'il faut se poser? Parce qu'au final, si tu te fixes, toi qui dis qu'il faut se fixer un objectif, si tu donnes pas un objectif de moment où tu dois le passer, au final, tu seras prêt tu prends la dernière date et puis tu Mais dis non, je suis pas encore pas du prêt, tout, j'attendrai encore un peu, puis je suis encore plus prêt. Alors voilà, je reprends. La procrastination, ça existe. Il y a des écoles qui, de toute façon, encore une fois, pour lesquelles, si on veut vraiment être tranquille au niveau des admissibilités, on ne peut pas avoir moins de 350. La question, c'est est-ce que dans une prépa, dans un bouquin, est-ce que j'arrive à tourner, à graviter dans une ambiance à 350 modulo 20 points, quoi, en gros? Si c'est pas le cas, Attends, j'ai rien compris là en fait. est-ce que j'arrive, lorsque je passe des tests blancs à la maison, lorsque je suis à la prépa sur des tests qu'on me fait passer, est-ce que j'arrive à tourner autour de 350 points, qui encore une fois, selon moi, est le score qu'il faut avoir au minimum pour être tranquille à l'EM ou à Audencia ou à l'ESSEC? Si ce n'est pas le cas, il faut continuer à bosser. Donc pourquoi commencer à poser une session en décembre, à s'inscrire en décembre, alors que déjà en novembre, je ne suis pas capable d'avoir un 350 tranquille? Comment on a ce 350? En passant 5, 6, 10 tests blancs et se rendre compte qu'effectivement, j'ai ce fameux 350. Donc si je n'ai pas ce 350 là, qui est l'objectif que je me fixe, que je fixe à mes étudiants pour l'EM, pour l'ESSEC ou pour Audencia, ou pour Tremplin, eh ben non, reculer la date à janvier, février. En plus, la FNEJ, heureusement, nous offre cette possibilité de changer la date suffisamment à l'avance si on s'y prend donc à l'avance, et on peut passer du 15 janvier au 15 mars sans créer d'apocalypse quoi, au niveau du site web de la FNEJ. Comment gagner en rapidité? En étant lent. Il faut être très lent au Taj Mahal. Je sais, ça paraît complètement aberrant, mais je te garantis que j'ai vu des candidats faire du calcul, les 15 questions de calcul, sans poser aucune équation sur le papier, en étant extrêmement concentré, en lisant lentement les questions, en raisonnement pareil, les textes sont parfois longs, ils sont denses, ils sont un peu écœurants, parfois ils font genre 7 lignes, quoi, ce qui est juste aberrant pour un test. En gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est l'agitation en fait qui nuit à la Exactement, rapidité. tu as tout à fait raison, faut pas s'agiter, il faut se dire en gros qu'on n'a qu'une chance de lire la question. Moi, c'est ma théorie là-dessus, c'est ma façon de voir les choses, et sincèrement, ça marche bien. Il faut lire la question comme si elle allait disparaître par enchantement. Ce qui fait que quand tu la lis comme ça, genre t'as qu'une chance de lire la question, donc tu la lis lentement forcément, tu la lis bien, et je peux te dire qu'après tu es bien plus concentré, et forcément tu enchaînes mieux les questions, et au final tu es beaucoup plus rapide parce que tu as répondu à plus de questions. La rapidité c'est quoi? Ça veut dire quoi être rapide? Ça veut dire répondre à beaucoup de questions. C'est ça être rapide, on s'en fout d'être rapide. Être rapide, c'est-à-dire répondre à beaucoup de questions. Comment on y répond? En y allant lentement. Parce que moi j'ai vu des candidats lire vite une question et la relire une deuxième fois et une troisième fois. Sauf que la troisième fois, ça y est, c'est fini. Parce que le stress étant là, on s'agite. Le temps est écoulé également. Exactement, le temps est écoulé, c'est fini. Allez, question suivante. Est-ce vrai que les scores dépendent des scores de tous les participants d'une session? Non, ce n'est pas vrai. Vous lisez les forums qui datent de 2005. C'est peut-être vrai à une époque, j'en sais rien. De toute façon, personne ne saura jamais. Mais non,
Non, parce que très clairement, ça voudrait dire que les scores sont Tu te fais manipulés. malgré soi ce soir représentant de la FNEJ en fait. Non, j'ai pas le droit, évidemment, je n'ai aucun lien avec la FNEJ, fort heureusement. Mais je peux te dire que, parce que malheureusement, on a affaire quand même à un mur de béton, quoi. On n'a pas d'informations qui filtrent, malheureusement. Écoute, les seules choses que j'ai... Ça a toujours été en fait, ça a toujours été la Ouais, posture de la mais FNEJ. heureusement qu'on a quand même des annales officielles qui divulguent véritablement ce qu'est le Taj Mahal. Heureusement qu'on a ces annales-là, qu'on a le livre du candidat qui donne à voir quand même de façon très claire ce qu'on attend du Taj Mahal. Et après, écoute, on a les retours de nos étudiants de la prépa qui nous expliquent un peu le thème qu'ils ont pu aborder. Je ne parle pas des questions elles-mêmes, qui nous le divulguent jamais évidemment, mais je parle des notions, des thèmes qu'ils ont eus. Et nous, on a juste derrière la préparation de sorte que ça ressemble à ce qu'on peut faire à la prépa. Vous avez un livre, ok, mais vous n'êtes pas le seul. Comment choisir son livre? Et pourquoi le vôtre d'ailleurs? On dit qu'il est moins complet sur la partie littéraire. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Et je te promets, Est-ce François... que tu la connais cette critique ou pas? Mais non, parce que ça dépend de quel ouvrage déjà on parle. Si on parle de la Bible du Taj Mahal, c'est faux. La Bible du Taj Mahal, je crois que c'est le seul ouvrage sur le marché aujourd'hui qui consacre plus d'une centaine de pages sur des rappels de cours en français. Donc la partie littéraire est extrêmement dense dans cet ouvrage-là. Maintenant, si on parle d'un ouvrage comme le test d'aptitude aux éditions Ellipse, c'est un ouvrage maintenant qui date un petit peu. C'est un ouvrage qui a été lancé, qui est sorti en 2004 quand même, donc ça date maintenant. C'est un ouvrage qui à l'époque effectivement ne mettait pas beaucoup l'accent. Enfin, tout le monde parle de la Bible du Taj Mahal maintenant. Alors écoute, sur la Bible du Taj Mahal, t'es connu pour... je vends beaucoup de tests d'aptitude aux éditions Ellipse aussi. Non, mais c'est une réalité. Donc quelque part, sur cet ouvrage-là, donc les tests d'aptitude aux éditions Ellipse, la partie sur français est effectivement beaucoup moins détaillée pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, il y avait une forte demande sur les parties calculatoires et logiques sur lesquelles il n'y avait vraiment rien sur le marché, donc qui sont les épreuves encore une fois les plus anxiogènes, comme tu peux l'imaginer, toi qui es en plus un littéraire de formation, tu sais très bien que le calcul, la logique, c'est ce qui fait un peu peur. Le français, on se dit qu'on va pianoter, qu'on va y arriver. Donc sur la Bible du Taj Mahal, en revanche, j'ai répondu à un besoin croissant, déjà d'étudiants étrangers, quand tu as des Chinois qui passent au Taj Mahal, des Roumains, des Russes qui s'y mettent, tu peux pas négliger le français. Et puis quelque part aujourd'hui, tu as un nivellement par le haut qui s'est fait sur le calcul et la logique. Les gens maintenant connaissent le calcul, connaissent la logique. Tu es obligé de faire la différence pour le français. Donc j'ai envie de dire que la Bible du Taj Mahal, ce sera encore le meilleur investissement pour ce candidat parce que le français il est très détaillé. Il y a des rappels énormes de cours là-dessus. Alors, si on ne réussit pas le Taj Mahal, c'est quoi les solutions pour présenter quand même les écoles? Bah, ça, c'est une super question, parce que figure-toi que j'ai été contacté par une société qui fait du RP pour le GMAT, donc officiel, le GMAC, et que j'ai réfléchi donc à des pistes pour essayer de défendre les intérêts du GMAT en France. Et figure-toi qu'une piste qui m'est venue à l'esprit, que je trouvais plutôt sympa, c'était de conseiller à mes étudiants, je vais commencer à le faire, notamment ceux qui présentent l'ESSEC, en AST, ou qui présentent des Master Sp, de présenter en backup le GMAT. Parce que figure-toi que le GMAT, ils ont tout compris, on peut le passer plusieurs fois. Bon, il faut avoir un peu d'argent, ça coûte très cher de passer le GMAT, ça coûte je crois $250 ou plus. Et pour le coup, quand on a un Taj Mahal sur lequel on sent qu'on va un peu se planter, qu'on n'est pas prêt, qu'il y a moyen genre qu'on fasse un score qui est pas top, il faut passer le GMAT à côté. Pourquoi? Parce que figure-toi que le GMAT, avec un score on va dire à 600 sur 800, qui sincèrement est faisable. Il y a moyen d'avoir un 580, 600 au GMAT. Je parle pas de 700, 720 qui sont pour les Harvard. Quand tu dis 600, en fait, est-ce que tu peux faire une échelle de valeur ou pas? En fait, tu peux dire en gros 600, ça vaut quoi au Taj Mahal? Non, 600, ça vaut juste beaucoup pour les SEC ou pour les Master Sp. C'est un peu léger quand même pour les Non, SEC, non, c'est beaucoup parce que en fait, je pense qu'ils n'ont pas encore aujourd'hui suffisamment de score de GMAT pour pouvoir vraiment dire ouais 600 c'est pas assez. Tu veux dire en France, parce qu'à l'étranger, par exemple, en France. Tu sais que par exemple HEC, où le SAI en fait recrutait, avait une session à l'époque pour les étudiants qui avaient plus de 700 au Taj Mahal, donc en fait ils avaient déjà une notion assez claire de ce qu'est un bon score, quoi. Mais tu veux dire qu'en France? Je pense qu'en France aujourd'hui, le GMAT peut être une alternative. Bah, t'imagines que c'est comme c'est en anglais, il y a quand même une sacrée barrière. Ouais, mais bon, on peut pas être mauvais partout, encore une fois, François. Tu peux pas être... Non, mais c'est vrai, tu peux pas être pas bon en calcul, pas bon en français. Non, mais imagine quelqu'un qui a du mal à déjà
vraiment sur des mécanismes de compréhension des épreuves. Et qui, en plus, voilà, se retrouve avec cette fois-ci une épreuve qui est en plus en anglais, en fait. Est-ce que ça Ouais, rend mais pas tu sais que c'est toujours pareil. On va dire que les Américains ont quand même cette qualité quelque part d'être bien plus rationnels que les Français, ça, de tout temps. Et à un moment c'est donné, nous, les cartésiens, en fait, c'est pas les Américains. bah, moi, je trouve que les Américains, sur le GMAT, en tout cas, ils sont beaucoup plus réglo. Le Taj Mahal, de ce qu'on en sait, offre parfois quand même une source de questions qui sont un petit peu borderline, qui sont vraiment sorties des sentiers battus. Alors que le GMAT, quand il est bien préparé, il n'y a pas de surprise à l'arrivée, quoi, vraiment. C'est très bateau. Donc en gros, tu nous demandes de commencer à lorgner du côté du GMAT. Hein. Si on a du mal à faire la question, je sais plus c'était quoi d'ailleurs, mais la question c'était... Si on plante son Taj Mahal. Oui, il faut bien une alternative, et je pense que c'est une super alternative. Ça, c'est un vrai conseil. Le facteur chance me paraît énorme, sérieusement. Non. Parce que les modalités sont quand même officielles. L'avantage qu'on a quand même, c'est que le Taj Mahal dit clairement ce qu'il faut savoir. Alors parfois, ils sont un petit peu flous sur certaines épreuves, mais déjà, on regarde les annales et comme les modalités qui sont bien expliquées. Donc en calcul, ça ne va pas aller chercher plus loin que le problème de troisième. En logique, il suffit de voir un peu les batteries de tests qui tombent. Enfin, tu nous l'expliqueras quand même, parce que le problème du troisième, ça a toujours fait rire tout le monde. Non, mais François, c'est pour ça qu'on va se revoir sur le calcul et le reste. Ok, ça paraissait pas si difficile que ça le troisième. Je sais pas. Écoute, tu sais quoi? C'est toujours pareil. Dès lors qu'on n'a pas pratiqué depuis 7, 8 ans, forcément ça paraît difficile. Tu penses que si tu mettais ces épreuves à des élèves de troisième, tu penses qu'ils performeraient aussi facilement que... Ah, je pense qu'ils réussiraient mieux le calcul que certains qui ont 19 ou 20 ans et qui s'y mettent ou à 21 ou 22, ouais. Parce que tu as des mécanismes qui sont encore très frais dans leur tête, oui. Tu sais, au Taj Mahal, François, je prends le calcul encore une fois, mais j'aime pas trop appuyer que sur le calcul, parce qu'il n'y a pas que le calcul, encore une fois. Mais en même temps, souvent, ça sera sur 15 questions, tu auras toujours des fractions, déjà, pour commencer. Est-ce que je mets au défi les candidats d'être bons sur les fractions? Est-ce qu'ils savent simplifier des fractions? Et je te promets que tu donnes à des candidats de simplifier des fractions lorsqu'ils sont en droit à la fac ou qu'ils sont en psycho, je peux te dire qu'ils ne savent pas simplifier des fractions. Donc quelque part, il faut faire preuve d'humilité, se remettre un peu à la base et il faut s'y remettre vraiment, quoi.